Hello, bienvenue sur Prospect by Econism, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Sur les réseaux, on entend toujours des injonctions sur ce que doit être un bon commercial. Ce qu'il doit faire, ce qu'il doit pas faire, comment il doit se former, comment il doit closer, le fait qu'il doit toujours être résilient, qu'il doit être motivé, peu importe le contexte dans lequel il se trouve. Bref, on voit tout un tas de recettes toutes faites. Mais rarement, en fait, on donne la parole à ceux qui vivent vraiment la vente au quotidien sur le terrain. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'inviter Mehdi Bengali Benjeloun, un des meilleurs sales que je connaisse. Il est account exécutif chez Aircall pour l'Italie, la France, le Middle East. Il fait de la vente complexe dans un marché ultra concurrentiel et il a une vision pour moi très claire, très lucide sur la réalité du métier. Avec lui, on a décidé de prendre ces injonctions une par une, notamment sur la montée en compétences, la gestion du temps, le fait d'être motivé par autre chose que par l'argent, le fait de devoir supporter la pression quoi qu'il en coûte, de travailler avec le marketing, ce fameux alignement des équipes et de voir effectivement, de répondre, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est juste? Et surtout, qu'est-ce qu'on oublie de dire sur la réalité du job de sales? C'est un échange, comme vous me connaissez, sans langue de bois. Je vous laisse découvrir ça. Bonne écoute. Comment tu vas, Mehdi? Écoute, très très bien Laetitia, ravi d'être ton guest aujourd'hui. Bah, trop bien, je suis ravie de t'avoir aussi. Du coup, en fait, moi, je t'ai invité pour un épisode. Je me suis dit que tu étais le meilleur pour que je puisse faire cet épisode-là, que je veux faire depuis très longtemps. Aujourd'hui, on va parler justement des injonctions qu'on voit un peu partout, sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes, qu'on donne aux sales. Souvent, des choses qu'on dit, voilà, chers commerciaux, vous devrez faire ça, etc., etc. Et j'aimerais qu'on se demande ensemble, est-ce que c'est réaliste ou pas? Donc, on va dérouler plusieurs thèmes qui reviennent très souvent. Et du coup, en fait, je voudrais que tu me donnes vraiment ton avis terrain. Tu es un des meilleurs sales que je puisse connaître en France. Tu fais de la vente complexe. Sur une solution, il y a énormément de concurrence. Et donc, pour moi, tu étais clairement légitime pour faire ça. Est-ce que tu es prêt du coup? Très chaud, très très chaud pour y aller. Ok, go. Alors du coup, le premier point sur lequel je voulais t'interroger, c'est sur la partie montée en compétences. Mhm. Très souvent, on va dire aux sales, il faut que vous montiez enfin les meilleurs sales se prennent en main, montent en compétences tout seuls, ils prennent leurs notes, ils regardent leurs notes, ils se réécoutent, ils réécoutent les calls, etc., etc., pour savoir faire du test and learn, etc. Ça, pour moi, parfois, j'ai l'impression qu'on exagère un peu ce côté-là, dans le sens où effectivement, quand il y a un manager qui encadre cette réécoute de call, ça se fait, mais tout seul un call, au final, est-ce qu'il a le temps, avec tout ce qu'il a à faire, de le faire régulièrement? Et est-ce que c'est nécessaire qu'il le fasse chaque semaine, d'écouter? Parfois, on entend, ouais, il faudrait écouter 2-3 calls par semaine, quoi. Mhm. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus, ce truc-là de réécoutez-vous, réécoutez-vous. Surtout que maintenant, tu as énormément d'outils qui le font. Tu as beaucoup de boîtes qui sont montées sur la partie S, sur la partie analyse. Donc, tu sais que même le retour de tes réécoutes peut être relativement pertinent. Moi, personnellement, je pense que la réécoute tous les jours, c'est pas forcément hyper productif. C'est quelque chose qu'on avait beaucoup fait à l'époque chez Doctolib, sauf qu'on était sur du transactionnel pur, où en fait, tu as une trame, tu as un script que tu t'appropries, que tu adaptes, mais c'est des choses que tu vois tout le temps. Et donc, il était intéressant à ce moment-là de pouvoir se réécouter plusieurs fois, surtout sur une première phase de début, quand tu es onboardé, que tu as besoin de vite monter en compétences. Aujourd'hui, c'est un exercice que je suis de moins en moins, en tout cas sur une régularité comme ça, tu vois, tous les jours, toutes les semaines. Parce que d'une part, tu n'as pas le temps. Parce que de deux, je trouve qu'on dégage pas tant que ça sur de la vente complexe des retours sur tous les appels. Ça reste quand même le même mode opératoire. Et souvent, il y a un exercice qui finit par un peu se délaisser, c'est que ce soit individuellement ou en groupe, on te dit, OK, toutes les semaines, on va réécouter des calls. Toutes les semaines. Toutes les semaines, les gens ne sont pas forcément à l'aise, déjà de base, quand il s'agit de faire du collectif. Et comme je te l'ai dit, au fur et à mesure, tu te rends compte que les retours sont les mêmes et ne sont pas si profonds que ça. Moi, ce que je recommande aujourd'hui, c'est d'aller faire une réécoute qui est globale. C'est-à-dire, je ne vais pas juste réécouter mon call, je vais réécouter mon call, je vais réécouter mon appel de prospection, je vais regarder toute la boucle de mails qu'on a eue, je vais regarder tous les échanges en fait sur les différents canaux et je vais plutôt travailler en mode case study. Par exemple, sur un quarter, je vais te donner un exemple. Là, sur ce mois, j'ai déjà finalisé la préparation du quarter que je vais analyser avec mon manager. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, depuis le début, depuis la partie un peu prospection jusqu'au closing, à quel moment est-ce qu'on a glissé? Pourquoi est-ce que le deal, à la base, devait être signé il y a 2 mois, il vient d'être signé aujourd'hui? Et de comprendre vraiment, au-delà de la méthode, voire même de la partie un peu verbatim que tu vas réécouter,
tous les aspects organisationnels qui doivent être analysés. Et pour moi, c'est aujourd'hui la meilleure façon de se réécouter parce que tu regardes tous les aspects et tu es moins dans cette activité routinière de t'écouter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, hyper intéressant. Donc pour toi, en fait, tu vas prendre la globalité en fait de ton animation, de ton deal, on va dire de la prospection jusqu'au closing ou de la prospection jusqu'au moment où tu mets le deal en lost, mais du coup pour avoir en fait des différents apprentissages. Et ça, tu vas le faire à un temps, notamment en fin de quarter ou pour en fait, en tout cas, pouvoir partir de bon pied sur le prochain quarter, soit en faisant réanimer, j'aime bien faire la réanimation de deal, j'aime bien utiliser ce terme-là, soit pour en fait aussi également vraiment test and learn et t'améliorer sur le prochain quarter. La question qui va toujours sur ce point-là que j'aimerais te poser, à ton avis, qu'est-ce qu'une boîte doit fournir vraiment aux sales pour les aider vraiment à la monter à la compétence? Parce qu'on leur dit souvent qu'il faut qu'ils montent en compétence eux-mêmes, qu'ils soient indépendants, etc. Mais c'est très inégalitaire en fait sur ce qu'on leur donne en fait. Bien sûr. Il y a quand même deux différenciations sur le type de boîte, c'est-à-dire déjà si on est vraiment sur une boîte type scale-up, on est une équipe de 60-100 sales. Là, moi, j'y vois vraiment une nécessité de pouvoir onboarder de manière très précise les sales, parce que ça veut dire qu'il y a un playbook, et donc ça veut dire qu'il y a de la data, il y a énormément de choses à exploiter. Quand on est dans une boîte un peu plus petite, je trouve que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Néanmoins, les plus belles boîtes que j'ai vues, qui sont dans mon réseau ou dans lesquelles j'ai été, je vais citer par exemple l'exemple de Moka versus un Doctolib par exemple. Malgré le fait qu'on soit une équipe commerciale de 5-6 personnes, il y avait un playbook qui était très précis. Tu avais un Notion où tu retrouvais tous les éléments d'objection, la description des ICP, des exemples d'ICP, et des case studies derrière. Donc, je pense qu'il y a une obligation, surtout dans le complexe. Tu es sur un marché que tu ne connais pas, sur un métier que tu ne connais pas, peut-être même un ICP sur lequel tu as peu de data par rapport à ton expérience. Et à ce moment-là, tu as besoin d'avoir certains réflexes. Tu as beau être le meilleur sales du monde, tu as beau connaître toutes tes méthodos, il y a des réflexes que tu n'auras pas et que tu n'apprendras qu'avec le temps. Si on peut réduire ta marge d'erreur sur le début et te permettre dès ton entrée de comprendre les éléments un peu plus difficiles qui font la différence, ça peut être intéressant. Ok, très très intéressant. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses en termes d'outils, tu as parlé de Sales Playbook, donc là du coup c'est vraiment de la matière, un peu, on va dire la bible interne qui permet à tout le monde de pouvoir progresser. Est-ce qu'il y a des outils, même si j'aime pas forcément parler d'outils parce que en fait après ça change avec le temps, mais toi par exemple aujourd'hui, tes outils de recording, tu les utilises comme tu l'as dit une fois tous les trimestres, ou est-ce que parfois ça t'aide pour dans le quotidien quoi? Pour monter en compétence, hein, vraiment pas pour le CRM, quoi. Ouais, je vois totalement. Tout dépend vraiment des calls. Je vais te donner un cas sur lequel je suis très aware, notamment dans les deals que j'ai, c'est un peu la partie dynamique sociale. Okay. Où en gros, je vais être dans un call, on est 5, les 5 sont soit en remote, enfin chacun sur sa session, soit dans un bureau. Et justement, un des points qui m'intéresse le plus, c'est de regarder au-delà de la partie CRM, du nurturing CRM, c'est de me dire, OK, j'ai envie de comprendre la dynamique sociale entre les 2-3 personnes que j'ai eues. Parce qu'il y a eu un moment où elles se sont contredites, il y a eu un moment où il y a eu une mini friction entre les personnes. Et ça me permet justement de me dire, OK, en face, j'ai des humains qui ont besoin de réussir. J'ai des gens qui ont besoin de réussir leur projet, mais j'ai aussi des gens qui veulent peut-être avoir plus de lumière sur eux, qui ont besoin d'avoir le lead sur cette partie-là par rapport à leur BU ou leur orga. Et donc, tout ça crée souvent des conflits à peu près dans 3 sur 5 des projets que j'ai. Et l'idée, c'est que moi, la réécoute aussi que je vais faire, au-delà de moi, ce que j'ai dit ou des retours que j'ai eus, c'est de comprendre un peu cette partie-là psychologique parce qu'on reste finalement des humains. Et c'est quelque chose sur lequel soit je vais réutiliser dans mes prochains calls. Je vais donner un exemple. Souvent, en fin de meeting, je rappelle les personnes-là après les avoir réécoutées et je joue sur ces détails. J'ai besoin de savoir un peu dans le mapping, la cartographie de la boîte que je fais, qui est pote avec qui potentiellement n'apprécie pas l'autre personne. On a l'impression que c'est des détails, mais c'est aujourd'hui des éléments qui font la différence. Parce que c'est ce qui te permet finalement de trouver ton bon champion, voire même d'écarter les personnes qui peuvent être réfractaires par rapport à ça. Et donc d'avoir un peu la taupe en interne qui va t'aider à relever ça. Et à côté, ça te fait aussi des cas, quoi. Tu sais que, par exemple, il y a tel type d'entreprise où il y a telle friction, telle dynamique, et ça permet aussi d'avoir une forme de typologie pour toi et pour des choses que tu vas transmettre ensuite aux autres sales. Complètement, complètement. Alors maintenant, on va prendre le point 2, qui est souvent une injonction qu'on peut dire. Oui, aujourd'hui, on a trop spécialisé les sales avec les SDR d'un côté, les AE, ceux qui s'occupent du CSM, etc. Est-ce qu'on peut vraiment tout faire
de la prospection, du closing, du follow-up. Ça va encore ensemble, hein, la réécoute, la montée en compétences, etc. Parce qu'effectivement, cette montée en compétences, quand on la prend tout seul, bon, ça paraît logique, mais derrière, il y a des gros morceaux qui sont la prospection dans un contexte qui est de plus en plus complexe, qui sont le closing dans un contexte qui est toujours aussi complexe. Tout à l'heure, tu l'as dit, je pense que tous les usages que tu veux, c'est parce qu'il y a du multithreading qui doit être fait, il y a des cycles de vente qui s'allongent. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une trop grosse attente des sales? Au-delà de l'attente, il y a un point important que j'ai remarqué dans très peu de boîtes. L'avantage que j'ai avec Aircall, c'est que j'échange tous les jours avec des directeurs commerciaux. Donc, je leur pose souvent des questions. Alors, ton équipe, comment vous êtes organisé? C'est quoi vos process? Dans la disco que je fais, je leur demande énormément de questions, un peu mindset, pour savoir aussi les autres commerciaux, comment est-ce qu'ils, et le management, comment est-ce qu'ils se positionnent. Et il y a un point pour lequel je remercie énormément Docto sur l'orga, c'est vraiment l'analyse de ta taille matrix. C'est-à-dire qu'en gros, au bout d'un certain niveau de seniorité ou quand tu as envie de passer manager, tu as besoin de maîtriser ta taille matrix. Tu as besoin de savoir chaque aspect de ton agenda, combien de temps est-ce qu'il représente toutes les semaines. C'est pas normal si, par exemple, la prospection, une semaine, elle est de 7 heures, une autre, elle est de 3 heures. Techniquement, elle est censée être régulière. De la même manière, la partie veille, la partie enrichissement, la partie one-one, préparation, etc. Tous ces éléments-là, pour moi, c'est des éléments sur lesquels tu es censé être hyper conscient que tu as déjà calculé. Le point par rapport à ta question, c'est que je me rends compte que de plus en plus de personnes ne l'utilisent plus ou ne l'ont jamais utilisé. Et donc, ça fait que d'une part, tu as un IC qui connaît très peu la volumétrie de son activité, et donc ne la calcule pas, mais tu as aussi un management qui ne sait pas du tout ce que représente la taille matrix de leurs équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un management qui va te dire « Ok, j'ai envie que tu fasses de la prospection », mais qui n'a jamais anticipé qu'en fait, la taille matrix globale des sales par rapport à leur activité, leur marché, la manière dont ils prospectent, elle est de 7 heures. Parce que sur les 7 heures, tu as à peine peut-être 2 heures de cold call dans la semaine, mais tu as beaucoup d'enrichissement, Si tu dois pouvoir aller cartographier tes boîtes. Ouais, si tu n'as pas d'équipe RevOps, en vrai, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est toi qui dois aller chercher tes targets, c'est toi qui dois aller les enrichir. Les gens pensent qu'en fait, c'est juste, tu fais du scrapping un peu dégueulasse comme ça. Bon, c'est pas ça la réalité. Surtout qu'en plus, tu as une longue injonction qui te dit faites de la qualité. Ok, et du coup, c'est là où tu as des gens qui sont en mode genre, vas-y, je m'en fous, quoi. Je fais du spray and pray. Mon boss, il veut que je fasse ça. Et donc, du coup, après, de l'autre côté, ah ouais, les sales, vous êtes pas bon, vous êtes en train de. Ouais, mais en fait, si tu veux que je fasse de la qualité, il me faut 2 jours. Ou bien il me faut un RevOps qui me mâche le travail et qui, moi, fait que je m'organise là-dessus. Donc, c'est pour ça, parfois, j'aime bien poser cette question-là parce que ce que je vois, moi aussi, je peux le vivre parfois avec des clients que j'accompagne sur de la partie sales où il y a une surcharge. Enfin, il y a un déséquilibre entre les attentes et la réalité du terrain. Et effectivement, comme tu dis, aucune idée de savoir combien de temps prend tel ou tel élément. Et typiquement, ce qui m'intéresse là, par exemple, pourquoi je voulais en parler avec toi, c'est que dans ce move qu'il y a de plus en plus, on a refait un bond en arrière. Les gens sont en mode, OK, il faut qu'on atteigne la rentabilité. Et ils ont raison. Pour cette dernière boîte, elles se sont rendues compte et elles ont raison que c'était pas du tout optimal d'avoir des équipes qui sont spécialisées. Mais sauf qu'effectivement, toi, est-ce que tu es capable de dire aujourd'hui ton travail d'AE, donc réellement du premier rendez-vous de Discovery jusqu'au closing, combien de temps ça te prend? Parce que c'est pas juste un rendez-vous que tu as l'animation derrière, tu as à faire les follow-up au bon moment, etc. etc. Comment tu as fait ce travail-là, par exemple, justement, en arrivant chez Aircall? Parce que d'une boîte à une autre, ça change en fait. Tout à fait. Tout dépend encore une fois du métier de la boîte et de ses cycles de vente. C'est malheureusement un exercice que tu peux pas faire en solo au tout début. Okay. T'as pas assez de data, t'as pas assez de recul. Et il y a sûrement des éléments qui vont être un peu adaptés à toi en tant que sales par rapport à tes autres collègues. Je prends un exemple tout bête. Potentiellement, tu as des AE sur du suivi dans le cycle de vente qui vont faire du 30 minutes parce qu'ils ont envie de passer du temps, ils ont envie de deep diver sur certains sujets, tandis que certains, ils vont te le faire en un call de 15 minutes. Donc, il y a aussi un peu le côté mode opératoire. C'est quelque chose, je pense, qu'il faudrait faire en solo au bout de 6-7 mois d'activité où là, tu reviens sur tout ce que tu as fait dès le jour 1. Et c'est là où tu fais cette analyse-là. Là, je vais te donner un exemple. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis chez Aircall. Ma taille matrix, je l'ai peaufinée en novembre 2024 parce que j'ai eu assez de recul pour pouvoir le faire. Et du coup, c'est quoi tes catégories? Parce que moi, je sais que, par exemple, pour ma taille matrice, je vais avoir des catégories en fait de trucs qui sont récurrents. On a un métier qui est
qui est en fait, qui peut être horriblement très récurrent, quoi. C'est les mêmes choses que tu fais tout le temps. C'est juste qu'il Bien faut que tu sûr. gardes. On en avait parlé ensemble déjà euh, sur ton podcast. C'est juste en fait qu'il faut qu'on ait un niveau d'énergie qui soit toujours haut, malgré le Ouais. fait qu'on fait des trucs très récurrents. C'est quoi les tâches justement, si quelqu'un nous écoute aujourd'hui, ou même si un manager nous écoute, qui doit en fait organiser la table matrice de son équipe sales, que tu mettrais? Vu qu'on parle aussi de sales, de commercial full cycle, je pense que la première tâche qui fait aussi l'équilibre entre tout le reste, c'est vraiment la dualité entre la partie mail, Prospection. donc Ok. prospection et mail, justement follow-up. Donc toute la Ok. partie follow-up, comment est-ce que toi tu l'équilibres avec tes rendez-vous 1 et tes follow-up? Ok. Parce que tu sais qu'à partir de là, si ce bloc-là, il est régulier, et ça c'est quelque chose que je dis toujours, la prospection, tu n'es pas censé la faire en début de semaine et te dire peut-être que là, je vais mettre 30 minutes. Ouais, là, je vois que j'ai un peu de temps, je vais me positionner, tu vois. L'idée, c'est qu'on est censé faire de la régularité. Et dans l'exemple que je donne par rapport à la time matrix, c'est quand tu fais du sport, en général, quand tu as commencé un peu à avancer dans cette routine-là, tu sais que tu vas t'entraîner lundi, mercredi et samedi. De la même manière. Donc, tu sais qu'il y a du très régulier qui ne bouge pas, qui est fixe. Et souvent, je table sur la prospection parce que tu es attendu principalement sur ces deux premières tâches. Sur le fait que tes follow-ups soient faits et que tes meetings puissent bien être gérés et sur la prospection que tu vas faire. Et justement, comment est-ce que je le fais? À partir de là, je ressors toutes les tâches que j'ai. Je vais te donner un exemple. En plus, j'ai mon agenda en visuel. C'est en gros tous les rendez-vous 1, les rendez-vous de follow-up, ce que j'aime beaucoup appeler du work alone, où là, tu vas gérer différents sujets qui sont pas forcément spécifiques, mais tu sais que chaque semaine, ça va représenter telle heure par rapport au volume de choses que tu as à faire. Et c'est à ce moment-là où je me dis, OK, je vois que la prospection, je peux la placer là. Sauf que moi, je sais que par rapport aux 100 comptes que je dois pouvoir générer sur le mois, j'ai besoin de passer tel temps sur la veille. Il y a un outil qui est très dur à utiliser, mais que je recommande beaucoup. Il faut avoir la motivation d'utiliser, c'est Toggle, Ouais. qui va te permettre justement de timer chacune des tâches que J'ai tu jamais fais. réussi. La vérité, j'ai Bah, toujours il voulu faut de avoir la de la. volonté. Mais par contre, s'il y a un autre outil qui pourrait peut-être aider, parce que Toggle, en fait, il faut penser, cliquer sur, tu vois, il faut penser mettre la Sur tâche. le, oui, Et c'est donc, du ça. coup, moi, je suis en train de tester un outil qui est physique et qui Mhm. fait qu'en fait, tu changes de face. Tu as un espèce de cube qui est Ok. connecté, du coup, comme un toggle et tu changes de face. Mhm. Et ça, bon, je pourrais en dire plus tard si C'est ça pas marche. mal. Mais en fait, Mm. du coup, comme tu fais de la prospection, tu l'as devant et tu fais, bah, ok, face prospection, face, nanana, face, nanana. Donc, ça, c'est cool. Oui, je vois ce que je veux dire. En fait, par rapport à toutes les informations que tu as, toi, tu l'as devant toi, tu peux cliquer dessus, alors que C'est l'autre, ça, effectivement, exactement. c'est une extension, il faut aller la Tu dois, chercher. tu dois penser à ça. Mais Euh, effectivement, c'est super bien d'avoir une. Parce que Toggle, en plus, c'est gratuit très, c'est très, très gratuit, longtemps. c'est Donc, ça. tu peux vraiment l'utiliser. C'est trop cool. Ouais. C'est un exercice sur lequel beaucoup de sales ne seront pas forcément d'accord, mais vraiment, j'insiste. C'est Ah, à moi, je suis partir de là complètement que tu d'accord avec rentres toi. dans ce détail-là et dans Ouais, l'optimisation. ouais, je suis d'accord. Parce que tu vois, à partir de là, ta taille matrix, elle est beaucoup plus claire. Tu as déjà dégagé les deux gros sujets qui sont liés à la prospection, au follow-up. Et en gros, c'est là où tu arrives aussi à te laisser du temps pour travailler sur toi. C'est quelque chose qu'on néglige énormément. Ouais. Mais tu vois, soit par exemple, revoir un peu tout ton orga, revoir les outils que tu as. Moi, je passe aussi beaucoup de temps sur l'optimisation de mes mails, de mes automatisations, des templates que je vais envoyer, les idées que je vais avoir tous les jours. Parce que dans un deal, tu m'as sorti telle phrase ou telle objection, il y a une idée qui a fusé. Ça va me laisser cette visibilité sur ce temps-là où je vais me dire, OK, j'ai peut-être 2 heures par semaine grand max. C'est un peu mon temps de prod ou un peu créativité où je vais optimiser certains outils ou en gros mon infra globalement par rapport à la partie sales. Et je trouve que c'est hyper intéressant et super important parce que aussi également d'avoir ça, ça permet, tu vois, parfois moi j'ai vu, on va en parler tout à l'heure de la partie santé mentale, mais je vois pas mal de sales parfois qui sont débordés parce qu'on va avoir des managers qui vont à chaque fois leur ajouter des choses. Mais aussi, je dis pas du tout que c'est de leur faute, mais plus tu as une visibilité en fait sur le temps que tu as et plus tu vas pouvoir en fait lui dire, bah, écoute, viens, on se pose en one-to-one, tu me demandes des comptes, bah moi je te dis aujourd'hui, voilà comment s'organiser les choses. Donc si tu me demandes des choses supplémentaires ou de tester un autre segment, bah, il faut qu'il y ait un truc qui dégage, quoi. Et ça, je pense que c'est important, important de le faire. Ok, trop cool. Du coup, sur la partie organisation du quotidien, tu as donné cet élément-là. Moi, j'aurais, avant, on va parler de la santé mentale et de la résilience. En plus, c'est un gros sujet que toi, qui te tient vraiment à cœur et je pense que tu as raison. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle d'argent, de motivation et de variable. Yes, un big À sujet. chaque fois, ça, je vois en fait à chaque fois des gens. J'en ai interviewé du monde, hein. Et donc, à chaque fois, souvent, c'est oui, moi, ce que j'attends de mes sales, c'est des gens qui sont motivés par la mission, qui sont motivés parce que, voilà, qui ont envie vraiment de changer la vie de mes clients. Et à chaque fois,
Bah, du coup, en fait, moi, j'estime qu'on pense pas tous pareil, hein, dans la communauté sales, donc j'écoute avec attention. Mais moi, ma réalité de sales, c'est en mode genre, enfin, on rêve ou quoi là? Moi, si je suis sales, Mm. c'est pour une question first monétaire, quoi. Après, ça veut Mm. pas dire que je m'en fous du produit, que je peux vendre n'importe quoi, ça, pas du tout. Mais par contre, c'est first monétaire. Et donc, souvent, on a un peu l'impression de, oui, si tu as un sales et que tu es intéressé par l'argent, t'as pas le bon mindset. Et j'aimerais savoir ce Bien que tu en sûr. penses, ça. C'est un gros sujet que je mets aussi un peu dans mes convictions. Je pense que par rapport un peu à la manière dont sont constitués les salaires et notre activité, il y a une phrase qu'un big sales senior que j'apprécie beaucoup et que j'admire m'a donné il y a quelques semaines. Il m'a dit, tu sais, les commerciaux, on est un peu des artisans du chaos. C'est-à-dire qu'en fait, dans nos journées, t'as beau être la personne la plus organisée du monde, tu ne sais jamais si tu vas closer la personne. Ouais, je Je suis vais te d'accord. donner un cas. J'ai perdu un deal la semaine dernière parce que mon prospect est devenu papa. Est-ce que j'avais une méthode pour gérer ça? Non, Ah, ouais, impossible. j'ai exactement la même chose. Il y a 2 semaines, j'ai eu un euro d'événement. Et là, t'es en mode genre, ah bah c'est cool. On Ouais, peut rien dire de plus. on va Donc, rien dire de plus. t'as beau être conditionné, t'as beau faire en sorte qu'il y ait des étapes, de créer vraiment un cadre et une orga hyper précise. À un moment, il y a des choses qui vont arriver, tu ne t'y attendras pas. Mm. Et un peu dans ce même sillage, je pense que l'une des difficultés du sales, c'est de pouvoir rameuter tout ça, c'est-à-dire gérer un peu ce chaos entre l'organisation de tout, on a parlé de multithreading tout à l'heure, mais l'organisation de toute époque, de tous tes interlocuteurs. À un moment, tu as des personnes qui ont accès à un pouvoir qui est plus élevé que t'époque parce que c'est telle personne de la holding ou de la société mère avec qui tu n'as jamais échangé. Le marché qui change d'un coup parce qu'il y a une législation dont personne n'était au courant, donc plein de surprises qui font qu'on doit pouvoir vraiment composer avec tous ces éléments un peu de hasard. Et pour moi, c'est un des éléments qui justifie aussi l'effort et donc la rémunération du commercial. J'entends le point qui est lié aussi au fait que tu as un projet au niveau de ta boîte et tu as besoin d'être convaincu. Je vais te donner un exemple. Chez Mocacare, les sales de Moca étaient, avant la partie monétaire, convaincus par le projet qu'ils Ouais, avaient. mais en fait, c'est un projet qui est vraiment un projet de cœur. Je sais pas si tu peux Voilà, pitcher c'est ça, rapidement bien pour que sûr. les auditeurs puissent savoir, mais tout le monde Mocacare connaît pas. aujourd'hui, c'est une solution de santé mentale qui propose justement des outils de santé mentale et du coaching à différents types d'entreprises. Et un des points que j'avais beaucoup remarqué et qui a fait que moi aussi j'ai adhéré à cette vision-là, c'est qu'en fait tout le monde a eu à un moment un sujet avec la santé mentale. Et donc tu le C'est ça. remarques même dans la culture de la boîte, au-delà du produit, tu sens que c'est une conviction. Et c'est pour ça que au-delà de l'aspect monétaire, je crois au fait qu'il y ait des convictions sur le produit, sur le marché, sur la mission. Mais je pense que les deux doivent s'aligner. Ouais, mais du coup, tu vois, je pense que tu as raison, mais là, c'est très spécifique. Tu vois, moi, je parle de, par exemple, tu vois, de plein de sales que je vois qui font bien leur job, qui sont grave motivés et en gros, qui parfois vont changer de boîte parce que, en fait, on va leur proposer un meilleur salaire. Et tu vois, moi, ça me plaît pas qu'on dise, ouais, en fait, t'es pas assez animé par ma mission, quoi. Enfin, Mm. tu vends un logiciel, tu vois, qui permet, en fait, de pouvoir optimiser peut-être les forecasts ou j'en sais rien. Ouais, Tu vois, il y a pas une mission de je vie vois totalement. incroyable. Tu vois, je suis sales chez Pentagonia. Mm. Je comprends, tu vois, si je suis quelqu'un qui a envie de prendre l'avion tous les 4 matins, j'en ai rien à faire de l'écologie, j'ai rien à faire en tant que sales Mm. chez Patagonia. Bien sûr. Mais en vrai, tu vois, tout le monde ne bosse pas dans une boîte à impact. Tu peux aimer ton produit, mais considérer que ton produit il est cool, donc tu es content de ne pas vendre de la merde à tes clients, Mm. mais tu es aussi là, drivé, parce que tu te dis, bah en fait, j'ai un métier qui ma réussite passe par le fait d'être moi c'est ce que je pense, un compétiteur dans l'âme, quelqu'un qui aime se dépasser et quelqu'un Qui aime qui aime gagner. aussi gagner de l'argent. Bien sûr. Euh, Et c'est là où moi je pose souvent cette question-là, c'est finalement qui est la personne qui te l'a dit, qui t'a dit que tu étais motivé par l'argent. Rares sont les collègues qui vont te dire toi tu es vraiment un sales pro argent parce qu'ils sont souvent dans la même situation. Et tu as souvent le management, et quand je dis management, vraiment la founding team. ouais. Tu vois, par exemple, j'avais fait un meeting récemment avec une CEO qui me disait, moi, mes sales, on est à fond, je les fais bosser jusqu'à 20h30, 21h. C'est quand même des horaires qui sont assez élevés. Et qui, à un moment, me propose justement de m'aligner un peu avec eux, de faire un meeting avec eux à 20h. Là, je lui dis, mais moi, je suis salarié, madame, je suis pas CEO. Et tes sales, ils sont salariés aussi. C'est pas des gars qui ont des shares sur lesquels il y a un enjeu. Peut-être que si tu me donnes suffisamment de shares et que tu m'impliques, d'où le fait potentiellement aussi de pouvoir distribuer des stocks options, là, tu as un niveau d'implication qui est totalement différent, qui est justifié par rapport à la rémunération ou autre, mais qui en est une finalement. Mais je trouve ça très dur en tant que manager ou founder de dire mes équipes sales sont motivées uniquement par l'argent et ça le fait pas.
Aujourd'hui, la majorité des sales ne l'ont pas choisi par passion. Je pense que la passion elle est venue après, Elle est ou venue en tout cas le après. plaisir est Et venu ça, c'est après. hyper important. Voilà. Mais c'est surtout l'argent qui les a motivés et jamais tu n'auras un top sales qui sera uniquement motivé par le produit que tu vends. Et en fait, j'adore ce que tu dis. Je l'avais jamais entendu comme ça. Ça veut dire qu'en fait, la plupart des sales, on l'a pas fait par passion, dans le sens où c'est venu après. Et ça, c'est hyper important et on le dit peu. Et justement, dans les injonctions qu'on peut voir dans n'importe quel contenu, ouais, le sales, vous devriez être comme ça, les gens oublient que avant de devenir sales, en France, je parle bien d'en France, c'est le métier qui a la pire réputation ever. Ouais, la pire image. Et donc, du coup, en fait, jamais de la vie, les gens se sont dit ah, attends, et si je voulais faire sales. Il y a eu un move comme ça qui a été carrément initié par les startups où, en fait, à un moment donné, planait l'idée, et notamment, et c'est vérifié avec Doctolib parce que j'ai vu d'ailleurs une note qui disait que je crois que c'était incroyable, c'était toutes les boîtes startups qui existaient et la plupart c'était des gens qui étaient chez Doctolib, qui avaient été chez Doctolib et qui ont monté des boîtes. Donc ça montrait qu'en fait les sales, effectivement, donc il y a eu cette vibe là, ouais, les bons founders ont été des bons sales et donc du coup il y a eu un mouvement de plein de gens d'écoles de commerce qui ont commencé à vouloir être sales. Mais c'est même pas sur le nombre de sales qu'il y a, parce que les gens oublient que les sales, c'est pas que les scale-up, il y en a beaucoup Bien chez sûr, Orange, et que la tech. chez les serveurs, etc. La tech, c'est vraiment minime le nombre de sales dans la tech. Et donc, du coup, la plupart, en fait, c'est un job que tu as pris comme ça parce que c'était une porte ouverte, c'était une opportunité de gagner beaucoup d'argent, de faire la différence, de monter des grades. Et après, il y a un truc qui te plaît, tu te dis, mais en fait, mon métier, il est stylé. Hein. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que ça m'est arrivé. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui ça arrivé comme ça. Et donc, le sens, c'est arrivé Plus ouais, tard. quoi, tu Oui, vois, c'est plus tard. potentiellement, c'est pour ça que tu as rejoint la boîte, peut-être. Parce que toi, le produit t'a fait kiffer et toi, tu avais Exactement. envie de la rejoindre. Mais c'est Exactement. pas pour ça que ça aura du sens tout le temps et que l'argent sera mis de côté. Exactement. Et donc, la question que j'aimerais te poser, moi, même si en fait, je sais que ça peut être un peu stupide d'une certaine manière de la poser comme ça, mais comme c'est quand même un sujet qui revient souvent, toi, si tu penses quoi de cette dimension variable, non variable? Il y a pas mal de boîtes qui se targuent de dire, bah, moi, j'ai pas de variable. Ce que je trouvais intéressant parce que, alors moi, je te dis clairement, les gens la connaissent ma position à force. Moi, je suis team variable. Je pense que, voilà, en tout cas, moi, c'est ce qui me motive et que j'ai besoin aussi également. Et même en tant que manager, je pense que c'est un bon outil pour orienter parce que quand tu es de l'autre côté, tu es en mode genre, mais moi, je vais chercher la facilité. Moi, si tu me dis de vendre Bien A sûr. et que c'est plus rentable pour toi de vendre B, moi, si tu me donnes pas un signal pour aller vendre A, je vais aller vendre B, je vais vendre A. Bref, c'est quoi ta position là-dessus? Les for sales, je pense qu'il y a un lien entre les for sales et un peu le côté dopamine. Parce que de base, quand tu gagnes un deal, tu es content. Ouais. Il y a ce truc de OK, je suis content, je l'ai gagné. Et la récompense, au-delà finalement d'avoir juste gagné un nom, d'avoir signé un contrat, il est finalement financier, il y a de l'argent derrière. Donc, je suis 100% aligné avec toi sur cette partie-là. Encore une fois, le rapport lié aux variables, c'est aussi l'extra mile qui est fait par le commercial, parce que le commercial, très souvent, dépasse un peu ce qu'il doit faire par rapport à sa fiche de poste habituelle. Le commercial se prend des noms tous les jours. Tous les jours. Et rien que ça, pour moi, c'est quelque chose qui nécessite un variable. J'ai vu des modèles de boîtes qui te disaient oui, nous, notre boîte, les sales sont drivés par un fixe. Si on doit donner un variable, tout le monde doit avoir un variable. Je comprends un peu cette dimension-là sans forcément la rejoindre. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir un discours interne et externe qui est relativement pointu. Je vais te donner un cas sans citer le nom de la boîte. Une boîte qui est assez connue, qui avait ce discours-là. Et j'entends récemment que cette même boîte dit qu'il faut, dans son équipe sales, il faut avoir le top 10 des écoles. Et c'est là où moi j'y vois un paradoxe. C'est comment est-ce que tu fais pour proposer un fixe en termes de package qui potentiellement doit être bas? Comment est-ce que tu fais à côté pour l'aligner avec des profils écoles? Déjà, sujet sur lequel je suis pas du tout d'accord de base. Mais en tout cas, si je devais répondre à ta question, ce serait soit on resterait sur ce modèle-là, soit tu vas me donner un fixe qui est relativement élevé. Mais malheureusement, ça prête à énormément d'opportunisme et surtout de l'extra mile, tu le verras pas parce qu'il n'y a plus de motivation. C'est-à-dire que mon fixe, je le reçois quoi qu'il arrive. Et donc, est-ce que j'ai intérêt finalement à aller faire plus que ce que je fais déjà? Bah, Le c'est ça, en baref fait. permet de le faire. Ouais, moi je connais la réponse, en tout cas me concernant, parce que je pense qu'en fait il faut aussi que les gens qui écoutent, managers ou commercial, on a chacun des persos différentes. Moi j'ai rencontré des gens, enfin c'est même pas que j'ai rencontré, j'ai managé des équipes qui m'ont dit franchement Laetitia, et je l'ai pu le vérifier, franchement que tu me donnes un variable en plus ou pas, ça va pas changer l'affaire, je ferai toujours la même chose. Et j'ai vérifié que certains profils, c'était vrai. Vraiment, je l'ai vérifié où j'en ai une en tête, je lui fais un big up, elle s'appelle Marlène, elle était incroyable comme sales. Et franchement,
que tu lui mettais un gros variable, pas un gros variable, elle faisait le job et elle le faisait très bien et elle dépassait souvent ses targets. Mais j'avoue que moi, par ma perso, alors là, franchement, tu me donnes pas de. Mm. Enfin, tu me fais pas ça, tu me fais pas bouger, quoi. Enfin, je te fais juste le job que tu veux. Et je pense que comme beaucoup de sales sont paresseux, vaut mieux que tu leur donnes, en fait, Bien sûr. Le sales est paresseux par nature, j'ai envie je de te dire. pense. Donc, du coup, et parce que si c'est un métier dur, donc en fait, tu vas chercher, en fait, aussi naturellement la facilité. Du coup, justement, l'argument, et comme ça me permet d'aller sur le sujet d'après. L'argument qui est souvent mis en avant pour justement dire je vais apporter un gros fixe et pas mettre de variable, c'est sur justement la dimension stress. Et notamment, moi, une boîte pareille, je vais pas forcément citer son nom, mais c'est un argument en tout cas qui m'a fait tilt. Je me suis dit, ouais, c'est pas bête, c'est vrai. Dans un contexte comme celui-ci, où, je le répète, on le dit souvent, c'est plus difficile de prospecter, les cycles de vente s'allongent, mais du coup, les targets, elles diminuent pas, on demande Mm. de faire plus avec moins. Donc, il y a plus une pression sur les sales et on pourra dire tout ce qu'on veut, même si aujourd'hui, et c'est très bien, on parle de plus en plus d'équipes de revenus avec le marketing, le sales, le CSM et on dit tout le monde dans le même bateau. Souvent, dans tout le monde est le même bateau, on dit oui tout le monde, mais si ça convertit pas, c'est les sales. Donc, il y a souvent un stress. Et donc, justement, je trouvais ça intéressant cet argument de dire, justement, pour réduire ce stress-là, on donne un fixe et du coup, ça fait en sorte que le sales, il est en mode genre, OK, c'est bon, ma rémunération, elle sera là. Et moi, j'ai juste à me concentrer à faire toujours mieux mon job. Donc, j'aimerais parler de santé mentale et de résilience, tu me vois venir. On dit toujours que les sales sont résilients. Moi, j'ai un problème avec ce mot-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je suis 100% aligné avec toi. J'ai un très gros problème avec le terme résilience. Je pense que c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé à l'époque un peu dure, 2022, 2023, avant les layoffs justement qu'il y a eu dans tout l'écosystème en France. C'est aussi un terme qui a tout aussi bien été utilisé pendant les levées de fonds, où là on devait aller vite. Et je me rappelle qu'il y avait dans certaines boîtes des 8h, 22h, parce qu'il y avait tellement d'entrées, de prospects, il y avait tellement de business qui se faisait qu'on te demandait de faire plus, 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 plus. La résilience, je la coupe en deux. Pour moi, humainement, c'est une qualité qui marche dans la mesure où justement, elle te permet d'encaisser un certain nombre de choses et d'aller plus loin. Par contre, dans le sales, j'ai énormément de mal quand on te demande d'être résilient alors que c'est pas de ta faute. Je vais te donner un cas tout bête. Pour moi, le commercial dans une entreprise, c'est un petit couteau suisse, même s'il a son propre scope et son propre périmètre, qui peut faire énormément de choses, qui peut aller très loin, qui peut aller chercher de l'extra mile. La chose qui est compliquée, c'est quand la boîte, elle ne s'aligne pas avec le potentiel du sales. C'est-à-dire que le sales est bon, le sales peut prospecter, il peut closer, il peut faire ce que tu veux, mais toi, tu n'as ni les outils, ni les process, mais tu lui demandes d'être quand même résilient quand il n'y arrive pas. Parce que potentiellement, ton produit n'est plus aligné avec le marché et potentiellement, tu as sorti une feature qui ne marche pas, dont le marché n'est pas réceptif, mais tu demandes au sales d'être résilient, que le sales fait son travail, gère ce qu'il a à gérer. Et ça revient même au début à ce qu'on s'est dit, est-ce qu'il faut mettre en place suffisamment de process, etc. C'est là où moi j'ai un gros problème avec la résilience. Et on en avait parlé justement dans le premier épisode de Mehdi Moitou avec Sean Askins, Head of Sales de Mocaker. C'est finalement comment est-ce qu'on doit aborder le concept de résilience et quand. Donc je pense que oui, il faut le faire quand tout le monde va serrer les coudes et que c'est une période qui est difficile pour tout le monde, mais on ne peut pas demander aux sales d'être toujours de plus en plus résilients. Effectivement, il le sera quand il sera au travail, mais après ça redevient un humain et quand il rentre chez lui, il va devoir encaisser tout ça. Et je l'ai vu dans plein de boîtes, ce concept-là tue énormément de commerciaux. Et moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est qu'aussi également, parfois, j'ai l'impression que derrière cet argument de résilient, il faut être résilient à tout prix, il y a aussi des choses qu'une boîte devrait faire pour pouvoir atteindre, augmenter en fait ses revenus de manière très classique. Donc d'avoir, je vais répéter, d'avoir un bon produit déjà à la base, d'avoir un marketing qui fonctionne bien, un marketing qui sait vendre en fait, et pas un marketing communication ou autre, un marketing qui est en lien avec les sales et qui arrive, et c'est vice versa, hein, c'est une équipe qui doit fonctionner à deux, aussi des outils, enfin voilà, souvent ça on va se dire en fait ouais, c'est pas grave, j'ai un outil qui est pas super bon, j'ai un positionnement qui est pas complètement fou, je suis partie faire du upmarket et c'était pas j'en ai parlé du coup avec ton boss, et c'était pas le bon moment, mais du coup c'est pas grave en fait, allez vous cracher et puis ça va marcher, etc., etc. Souvent j'ai l'impression en fait que cette résilience elle est mise à toutes les sauces, et du coup on met pas le doigt là où parfois où il n'y a pas besoin d'être résilient, il y a juste besoin de fixer d'autres choses dans la boîte qui vont permettre que les ventes elles fonctionnent quoi. Et j'aimerais aussi t'interroger sur le fait que
Alors après, il y a des gens qui vont peut-être dire ah, ils sont en train de se plaindre et tout, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est réel. Il y a quand même parfois en fait des sales qui explosent en vol alors qu'ils sont très bons. Il y a beaucoup de sales en France qui partent. Il y a un taux enfin, on pourrait quand même dire que c'est quand même assez bizarre qu'il y a beaucoup de sales qui changent de métier, vont vers le marketing, vont vers du produit. Bon, de toute façon, ça peut être aussi également quelque chose de normal, mais il y en a quand même beaucoup. Il y a quand même beaucoup de gens qui arrêtent d'être sales et qui veulent aller directement sur du management parce qu'ils veulent plus du tout toucher à ça. Ouais. Et donc, du coup, aussi également, en tout cas, je parle encore une fois en France, on a très peu de sales qui sont dans les industries tech. C'est pas vrai, dans d'autres endroits. Mais sales depuis des années, qui continuent à mettre les mains dans le cambouis, etc., etc. Et ça, pour moi, je l'explique avec une pression souvent constante des objectifs qui ne sont pas forcément travaillés en équipe. C'est quoi ta vision là-dessus 360, en fait, un peu de... est-ce que tu as l'impression que les sales sont accompagnés? C'est normal qu'on ait la pression, on est au cœur de... Et on est rémunéré pour ça. On va pas dire qu'on veut des grosses rémunérations et après dire on veut chiller. Mais est-ce que tu penses qu'on est accompagné? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour justement qu'on n'explose pas en vol? Je pense que les sales sont accompagnés. Je pense qu'en revanche, ils ne sont pas forcément écoutés. Tu vois, il y a par exemple un cas que tu le vois dans beaucoup de boîtes. Hein. Je pourrais même dire du 1 sur 2 dès qu'on atteint une certaine taille d'entreprise. Je me rappelle qu'au lycée, dans les cours d'orga, on nous disait dans certains types de structures dans une boîte, il y a toujours des inconvénients type le problème entre le bottom et le top, où il y a une dissonance sur la vision du marché, etc. Et donc, au-delà de l'accompagnement qui peut être fait, parce que des boîtes qui accompagnent, il y en a, des boîtes qui ont une structure de l'enablement, etc., il y en a, si je devais prendre ce cas-là, je ne me plains pas, mais je pense qu'on n'écoute pas assez les sales. On n'écoute pas assez les IC par rapport à leur aspect terrain. Tu vois, souvent, en vente complexe, tu prends le temps d'échanger comme avec ton prospect et de comprendre un peu comment il se positionne. Et là, tu te rends compte qu'il y a des différences sur la manière dont ton produit a été conçu, par exemple. Je pense qu'il est hyper important d'avoir l'oreille sur ce type de feedback parce que c'est ce qui permet vraiment l'alignement entre beaucoup d'équipes, entre le produit, les équipes qui viennent post-vente, etc. CSM, ouais, Et ça. jusqu'au management, notamment le CSM. Et je trouve que dans l'accompagnement qui peut être fait, le sales n'est pas assez écouté et donc il y a des dispositions qui ne sont pas prises en compte sur cet accompagnement-là. D'où le truc, après, on revient à la résilience, quoi. Donc, il faut que tu sois résilient. Ton produit, il n'a pas telle feature et il est dans la roadmap depuis un an, mais bon, du coup, serre les dents. Il y a des bugs. Bah, écoute, c'est comme ça. T'inquiète, on va pas trop mettre la pression aux devs parce que bah, on n'a pas envie de les perdre, etc., etc. Ouais, tout ça, on le comprend. Et en fait, je pense qu'il n'y aura jamais de trucs parfaits, mais effectivement, je trouve ça intéressant ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup d'accompagnement et je trouve que ça, il y a eu un progrès incroyable, et notamment dans la tech. Et là, ça commence à venir aussi dans des boîtes de services, dans les grands groupes et tout. Donc, ça, c'est incroyable. Et c'est génial parce que, alors, avant, c'était tiens ton téléphone et, et vas-y. vas-y. Là, aujourd'hui, il y a quand même un vrai accompagnement. Mais du coup, ouais, peut-être la next step, l'écoute. L'autre chose que j'aimerais te dire, sur la partie écoute, là, tu as beaucoup parlé d'écoute sur la connaissance métier. Mais moi, il y a aussi parfois des choses, et moi-même, hein, parfois, il y a des moments où j'aurais peut-être, dans ma carrière, voulu que quelqu'un qui me dise ralentis, parce que ton objectif, c'est le long terme et c'est pas de te cramer. Et tu peux avoir en fait avoir tendance, parce qu'on est drivé par l'objectif, on a aussi des personnalités, on veut réussir à tout prix. Et là, moi, par exemple, j'ai eu un message d'un sales qui m'a posé cette question-là. Il m'a dit, en fait, là, je reviens de vacances, d'une période de vacances je crois que c'était une grosse semaine de vacances, enfin ouais, au moins 3 semaines de vacances. J'ai pas envie de revenir. Et c'est un top performer. C'est un top performer. J'ai pas envie de revenir. Et là, je sens que j'ai pas envie de prendre mon téléphone. Mais il va le prendre quand même. Je suis sûre qu'il va continuer à performer. Mais jusqu'à un moment donné, il ne pourra plus. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour préserver justement la santé mentale de ce genre de sales parce que j'en ai vu beaucoup, hein, des top performers voler en éclats. Le conseil que je donnerais et qu'on m'a aussi souvent dit, parce que j'ai ce réflexe-là, une forme d'injonction, comme tu avais dit tout à l'heure, de vouloir tout bien faire dès le début. Souvent, tu y arrives, mais il y a un moment où tu chutes. Il y a un moment où psychologiquement, tu n'arrives plus à tenir ce rythme. Malheureusement, heureusement, je sais pas, mais dans la tech, dans le métier qu'on a, c'est un métier aussi, on va toujours te demander plus. Si tu fais 120, on va s'habituer à ce que tu fasses 120% tous les mois, tous les trimestres. On va dire, OK, ça, en fait, finalement, c'est le socle à partir duquel on va te remonitorer derrière. Donc, il y a toujours cette culture de je dois pouvoir faire plus à chaque fois.
le rôle, pour moi, il est quand même du côté du sales, honnêtement, par rapport au fait de délimiter tout ça. Parce que le management, on peut donner tous les meilleurs conseils, on peut donner toutes les meilleures recos au management. Il y a aussi on a besoin que le sales puisse savoir dire non, puisse cadrer les choses Puisse mettre ses sur la, boundaries, vraiment. Ouais, c'est ça, ok. sur la manière dont lui doit pouvoir avancer. Moi, je t'avoue, j'avais aussi ce même regard, c'est-à-dire que si tu me donnais 2 ou 3 semaines de vacances, je me disais, mais en fait, la vie, c'est les vacances, c'est pas de revenir travailler. Il y a donc aussi cette relation avec le travail que tu as. Et si je devais donner une reco, il faut vraiment kiffer au maximum. Plus tu kiffes ton quotidien, plus tu as des idées, tu as de l'énergie, tu enchaînes des victoires et ça te donne énormément de positivité. Et c'est à ce moment-là où, quand tu es en vacances, tu arrives à décrocher, mais tu as quand même des idées ou des inspi qui te font juste dire, bon, là, je me suis bien reposé. J'ai tellement eu d'idées ou de choses auxquelles j'ai pensé que j'ai envie de reprendre. Ok. Donc, je pense que ça commence vraiment dès le début dans la manière dont tu abordes un peu ton quotidien et ton job. Et ce que j'ai aussi remarqué, c'est que tu as beau être top performer, ça ne veut pas forcément dire que tu aimes ce que tu fais. Il y a beaucoup de gens qui vont endosser un rôle, il y a beaucoup de gens qui vont avoir un rôle un peu, vont être deux personnages différents. Le sales à qui tu parles en meeting n'est pas la personne qui est au bureau après qui raccroche. Et donc, je pense sincèrement qu'il faut aussi pouvoir casser un peu cette dissonance-là et réussir à se reconnecter avec le métier, à se dire, OK, il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses que je fais au quotidien que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que si tu me donnes 3 semaines de vacances, je vais me reposer, je vais déconnecter. Et au bout des dernières, je vais me dire, OK, j'ai hâte de reprendre. Ok. C'est vraiment la manière dont tu l'abordes. Ok, c'est intéressant. Et pour finir, en fait, sur ce sujet-là, il y a aussi, alors en réalité, j'aime bien aller sur les sujets qui sont un peu complexes. Enfin, pas complexes, mais que les gens n'aiment pas trop aller. Donc, je te la pose. Si tu n'as pas envie de me répondre, je comprendrai. Mais en gros, il y a aussi dans les boîtes, en général, une pression du management. Parce que, et en fait, j'en parle parce que j'ai été concernée par les deux. J'étais directrice commerciale, j'avais une target, en plus c'était ma boîte. Donc évidemment, tu as un truc où en fait, moi, pour être payée, il faut que vous réussissiez vos objectifs. Bien sûr. Donc il y a le double truc. Et donc du coup, parfois, tu peux mettre une pression à tes équipes. Comment toi, tu as parlé de boundaries, de mettre le cadre, de savoir dire non, etc. etc. Est-ce que tu as des trucs que tu as réussi, alors peut-être pas dans ton expérience à toi, parce que j'ai l'impression que tu arrives bien à dire non, à mettre les choses à distance, etc. C'est pas le cas de tout le monde. Comment tu réagis à un moment, peut-être un coup de chaud de la direction ou de tes managers que tu as pu avoir? Comment tu fais en sorte pour justement pas te laisser aspirer? Tout va vraiment dépendre de ta vision à toi par rapport au job. Tu vois, aujourd'hui, tu peux être reconnu par ton équipe comme étant top performer, comme étant un sales qui sait ce qu'il a à faire, à qui on demande peu de choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de t'encadrer, on n'a pas besoin de te surveiller. Demain, si tu fais un one-one, le one-one que tu fais, c'est pas pour qu'on te dise, OK, voilà ce qu'il faut faire ou voilà où t'en es, mais plutôt pour soumettre un peu toi, ton forecast, où t'en es, ton timing, des éléments sur lesquels tu as besoin qu'on t'accompagne et de montrer un peu, tu vois, cette autonomie dans ton travail. Je pense que déjà, le fait de pouvoir prouver à l'équipe, prouver à la boîte que tu es un top performer, mais qu'en plus tu es quelqu'un d'hyper autonome, fait qu'on te fait confiance. On fait confiance à ton retour et à ton avis. Et c'est à partir de là où, Il y a comme moins de j'avais dit pression. tout à l'heure, il y a moins de pression, il faut mettre en place un cadre. Parce que dès lors que tu n'es pas d'accord, on se dit, OK, il a fait le job depuis le début, il l'a bien fait. Pourquoi est-ce que là, il n'est pas d'accord? Il y a un deuxième élément qui est important, surtout quand tu es dans une boîte où tu vas avoir 3-4 couches de côté management. C'est la data. C'est bien connaître sa data. Ouais. Ton management s'en fout de ce que tu ressens. Ton management s'en fout de ta vision tant que tu n'as pas de data. Donc, soyez data-driven à fond. Apprenez à utiliser vos rapports, même si ça semble parfois inutile ou qu'on le fait qu'à un niveau individuel par rapport à notre activité de sales. À partir du moment où tu défends des idées avec de la data, ton argument passe beaucoup plus facilement. Et là, il y a une discussion qui est ouverte. Donc, en fonction des sujets, si on peut disposer de data et l'utiliser, on va pouvoir vraiment échanger avec le management parce qu'au Et final, puis normalement, l'implication, elle est duale. un manager conséquent, il parle de data avec son sales. Toujours. Il va jamais lui dire, il faut que tu fasses plus ça, parce que moi, je pense. Alors, il y a des gens qui font ça, mais voilà, c'est un autre problème. Mais parce que moi, je le faisais, ou parce que je pense que c'est possible de le faire, ou parce que tel ami m'a dit que son sales faisait ça. À la base, tu parles de data, et donc du coup, effectivement, si toi, tu es capable en fait de pouvoir l'absorber, la défendre, etc., forcément, là, tu parles d'égal à l'égal, et normalement, la plupart, 90% des managers vont dire, OK, en fait, du coup, il y a des choses qui vont pas, on va fixer des choses pour essayer d'avancer ensemble et que cette pression redescende, qu'on arrive toujours à cette ambition, mais sans qu'il y ait une partie qui se crame, quoi.
C'est ça. Et tu as deux erreurs justement. La première, c'est de ne jamais rien dire parce qu'on ne sait pas quel argument on va avoir. Donc on subit, on subit, on subit, on subit. Et c'est là où la santé mentale commence à en pâtir. Et à un moment, il y aura un niveau de fatigue qui va être beaucoup trop élevé. Et la deuxième erreur, c'est qu'on va aller se plaindre, mais on se plaint sans avoir d'arguments sérieux. Et encore une fois, c'est pour ça que j'ai parlé de data. C'est le seul argument aujourd'hui qui passe. C'est-à-dire que ton ressenti est important. Il n'y a pas de souci. Ce que tu m'as exprimé là aujourd'hui est bien, mais moi, j'ai besoin de comprendre la tendance et si c'est vrai ou pas dans les chiffres qu'on va retrouver. Ouais, que c'est pas un seul. Voilà, par exemple, je sais pas, moi j'ai eu l'exemple là dernièrement, j'accompagne une boîte et puis j'ai un de sales qui me dit ouais, en ce moment il y a un changement sur le marché parce que j'ai parlé avec une personne et il m'a dit ça. Bah, en fait, moi je veux bien le prendre le point, mais c'est une personne ou c'est sur. Et après, du coup, tu as des vraies discussions. Ok, c'est quoi ton TAM? Sur ton TAM, combien de personnes t'ont dit ça? Et là, du coup, en fait, les personnes n'arrivent pas à répondre. Et malheureusement, bah, c'est là où tu dis, bah non, mais en fait, ce que tu me dis, l'argument, il est pas bon. Allez, retourne au charbon, quoi. D'une certaine manière, tu vois. C'est Genre, ça, voilà. c'est ça. Ok. Et c'est là où tu vois dans certains modèles de boîtes où justement tu as la strat ou en tout cas une partie du top management qui a une grosse confiance sur l'équipe commerciale, c'est qu'il passe du rôle de ok, lui c'est un sales, c'est un baratineur, il est juste là pour déconner et faire ses ventes, à ok, c'est un sales, mais il maîtrise son marché, il maîtrise ses KPI, il sait de quoi il parle. Et c'est là où tu as aussi une forme de légitimité dans plusieurs sujets, dont celui dont j'avais parlé tout à l'heure, de faire remonter de la data, de l'information de terrain, parce qu'encore une fois, tu as une data qui le prouve. Ouais, trop stylé. Ok. Un des points que sur lequel j'aimerais finir, c'est sur l'alignement avec les autres équipes. Alors ça, c'est un sujet, en plus, Gros sujet. Gros sujet, on a rigolé. Et en vrai, je vais parler d'une data. Moi, aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de médias pour les sales, pour les aider. Et du coup, j'arrive à voir quel type de profil réagit le mieux à tel contenu. Et à chaque fois que j'ai fait des contenus sur l'alignement des équipes, etc., les commerciaux les écoutent jamais. Donc, du coup, j'en ai fait la conclusion que les commerciaux sont en mode genre, ça me saoule ce sujet. Voilà. Alors qu'on dit que c'est vraiment central aujourd'hui. Est-ce que c'est réaliste, pour moi, je te pose la question, d'attendre une collaboration parfaite entre sales, marketing, CSM et produit? Je rajoute produit pour les équipes tech, pour les équipes service, il y aura peut-être l'équipe marketing qui gère la partie offre, etc. Est-ce que c'est réalité des tensions qu'il y a? C'est pas un truc, faut faire avec. On a besoin pour s'animer le jour, le matin, de se dire en fait, c'est quoi, moi j'aime pas le marketing, voilà. Et ça me fait du bien de pas les aimer. T'en fais des ennemis, ouais. Genre, comme tu as des ennemis en marketing, il te faut des ennemis pour faire un bon branding. Donc, je te pose la question à toi. Franchement, je pense que c'est un sujet que tape dans énormément de boîtes. L'aspect politique, il joue aussi beaucoup. Enfin, politique entreprise, où là, du coup, tout le monde se crache un peu dessus. Moi, ce que je relève personnellement, c'est le fait qu'il n'y ait pas une ligne qui délimite vraiment la responsabilité et l'implication de chacun. C'est-à-dire que des fois, tu as des tâches, des éléments que toi, tu es supposé faire, qui sont faites par le CSM, par l'onboarding manager ou un autre type de public post-vente. Et c'est là où finalement, tu rentres dans le conflit. Donc, je dirais que c'est du process d'abord et avant tout, parce que le sales ne gère pas les process qui appartiennent à toutes les boîtes. Il a son scope, il a son travail, il peut pas se permettre de réfléchir à ce que doivent faire les autres. Donc, je pense que c'est vraiment au management, dans les process qui sont faits par les équipes sales ops, etc., pour délimiter vraiment le périmètre de chacun. Mais il y a aussi un alignement un peu culturel par rapport à la vision des seniors qui est insufflée aux autres. Je vais te donner un exemple. Imaginons que je suis CSM. Si moi, je suis CSM depuis 5 ans et qu'en gros, au niveau de ma boîte, je fais le flic. Quand je dis je fais le flic, c'est-à-dire les sales sont des charlatans, sont des personnes qui ne font pas leur travail et moi, je suis là pour ne pas valider ce qu'ils ont fait. Effectivement, je vais tellement me plaindre que toutes les personnes qui vont venir derrière moi, qui sont dans mon équipe, vont avoir la même perception que moi. Et c'est là où tu crées ce conflit-là. Où finalement, tu as toute une équipe contre toute une équipe avec quelques exceptions près. Donc, au-delà du process, tu as aussi une responsabilité des seniors, des deux côtés d'ailleurs, à pouvoir être garant de la réussite de la relation sur le long terme. Ouais, le process, à un moment, peut être défaillant ouais, parce qu'il y a eu un changement sur le marché, sur le produit, etc. Et donc, c'est aux seniors et aux managers ensuite d'être garant de ça pour permettre la meilleure des relations. D'avoir le bon soupçon sur les personnes à côté en se disant, il y a peut-être parfois des défaillances dans une équipe, mais ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, on se fait confiance en fait. Et ce côté-là, en fait, c'est un mindset à avoir en se disant, ouais, peut-être que tu as fait de la merde de ce côté, tu m'as filé un lead qui n'était pas ouf. Peut-être que moi, en fait, j'ai fait une vente qui n'était pas bonne, en fait, parce que j'ai voulu atteindre mes targets. Peut-être que toi, tu as cramé un client et tu l'as pas renouvelé, alors que franchement, je t'avais donné tous les éléments, je l'avais bien transmis, etc.
ça peut arriver. Et en fait, je pars du principe en fait que tu as le même cœur, de ce qu'on disait tout à l'heure, à faire le job, à réussir que moi. Bien sûr. Et que, bah voilà, moi, de la même manière que je peux lose des deals par inattention, et on va se dire la Mm. vérité, hein, même les top performers, à des moments, tu as un peu la flemme, tu as laissé un truc, tu l'as pas follow-up au bon moment, bim, tu l'as appelé 3 jours plus tard, et un compétiteur. On va se regarder dans les yeux. Il y a des moments où, voilà, ça arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver dans une année. Du coup, ça peut être intéressant de se dire, voilà, en fait, essayer que les seniors aient le bon point de vue. Et justement, je voulais te poser la question de comment les sales peuvent contribuer réellement euh, à sauver en fait un peu les relations qu'il peut y avoir en fait. Mais d'un point de vue métier, qu'est-ce qu'on peut apporter tu vois, quand on parle d'alignement d'équipe, à chaque fois, tu vois, moi, ce que j'entends, c'est les managers qui me disent c'est important de discuter. Et à chaque fois, je leur dis ouais, mais de discuter de quoi? Parce que moi, il y a des moments Ouais. où j'ai une semaine qui est, comme tu l'as dit, je suis full cycle, j'ai plein de trucs à faire. Alors moi, je veux bien aider les autres équipes, mais comment je le fais? Voilà. Et pour pas que ça me déborde, parce que souvent, ces tensions-là, c'est j'ai mis du temps et j'ai l'impression que ça me revient pas, quoi. Je prends en compte le facteur temps que tu m'as donné. La première réponse que je donnerais, qui est toute simple, c'est de faire des vies ma vie au moment de l'onboarding. C'est que dès l'onboarding, quand tu viens, c'est qu'on te dit, OK, on va te caler 30 minutes, soit directement avec toute l'équipe, soit avec un CSM manager, par exemple. Et on a besoin que tu comprennes le taf du CSM. Et de la même manière, lorsqu'on va recruter un CSM, on a besoin qu'ils comprennent le travail des sales et qu'ils se disent, OK, je me rends compte du type d'appel qu'ils font, je me rends compte des difficultés qu'ils ont. Par rapport à leur rythme, je sais quels sont leurs problèmes. Et donc derrière, sur la qualité de certains deals, je sais potentiellement pourquoi est-ce que c'est arrivé comme ça. Et donc il y a déjà, si tu veux, cette première barrière de, OK, je comprends. Là, le deal, il est pas très quali. Je sens qu'il l'a un peu baratiné, il me l'a renvoyé. Et vraiment dans les deux sens. Donc pour moi, le vie ma vie fait complètement la différence. Dès que j'ai vu qu'il y avait un peu ces conflits-là, je proposais des vies ma vie, que ce soit moi avec un autre CSM, parce que j'avais aussi envie de savoir quels étaient les enjeux qu'ils avaient. Comment est-ce qu'ils sont objectivés? Comment est-ce qu'ils constituaient leurs variables? Parce que potentiellement, ce sera à cause de moi que la personne ne l'aura pas eu ou à cause de moi que le client aura voulu le churner. Donc pour moi, ça, c'est un des premiers éléments parce que si on arrive d'ores et déjà juste à se comprendre, on réduit beaucoup le potentiel d'une friction entre nous. Dans les process, et encore une fois, là, tu as soulevé un point qui est quand même important, c'est le facteur temps. Donc, dans les process, des fois, je vais organiser, par exemple, des cafés ou des points de 5 minutes, où quand je fais rentrer un compte, 5 minutes, je me lève, je bois mon café avec le CSM. Écoute, je t'ai ramené tel deal. Le gars en face, c'est un peu un mec C'est un un peu bourbier. relou. Voilà, c'est un bourbier. Ou bien, attention, lui, il va plutôt être incentivé par ça. Derrière, il va renégocier, etc. De lui donner toutes les infos à l'oral. Je passe plus de temps avec la personne et c'est là où il y a un réel échange. En plus, bien sûr, des notes que tu as laissées. Très important, laissez toujours des notes à vos collègues. Et tu vois, c'est à partir de là que tu crées une relation avec le CSM, qui a une confiance et que, au moindre Et puis même, en souci, fait, le CSM sait que ça vient pas de toi, quoi. et puis même parce que souvent, quand on parle d'alignement d'équipe, on parle de ça de manière froide, comme tu dis, avec des process. Alors là, ce que j'aime bien, ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, ces process-là, ils peuvent pas forcément tous être encadrés par un manager. C'est aussi une culture, en fait. Et donc, du coup, toi, le fait que tu ailles boire un café avec le CSM, moi, ça m'est déjà arrivé. Alors c'était un peu différent parce que j'étais la directrice commerciale, mais j'avais de côté un CEO qui gérait notamment la partie opération, etc. Et il y a des fois, en fait, des moments où on était en conflit, elle avait zéro envie d'être sympa avec moi. Et les moments où, en fait, on n'était pas en conflit, elle était en mode genre, t'inquiète, je vais te mettre bien, tu vois. T'inquiète, on va gérer. Je vais te mettre le bon CSM sur ce client parce que je sais qu'il est important, que tu as mis du temps à l'avoir. Et donc, du coup, en fait, je pense que ce côté-là que tu dis, en fait, juste prendre un café 5 minutes, c'est pas un process que tu peux cadrer en disant, hey, les sales, allez boire un café pendant 5 minutes avec les gens. Mais c'est un peu une culture que tu mets, Proactivement, ça vient de toi. proactivement, etc. Ça vient de toi. Et ça assainit un peu les relations, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois, notamment avec le market, par exemple, où c'est souvent la guerre, sales, market, qu'on dit qu'il y a, etc. Aujourd'hui, on parle plus d'équipes de revenus, tu vois, et je trouve ça vraiment intéressant de plutôt voir ça, tu vois. Je pense qu'on doit arrêter d'être dans les équipes sales, équipes marketing, etc., etc. Oui, que les gens font du market, que les gens font du sales. Oui, mais en fait, cette équipe-là, c'est une équipe. Et d'ailleurs, en fait, ça peut être intéressant, on parlait du variable, de comment l'incentiver au global. Qu'est-ce que tu penses, toi, en fait, de ce qu'on pourrait mettre en place? Qu'est-ce qu'un sales devrait apporter au marketing pour qu'il fasse mieux son job? Parce qu'on parle souvent de l'inverse, mais... Toujours de la même manière, finalement, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, au-delà des process, ça revient un peu à une relation humaine, que tout le monde parle à tout le monde. Souvent, dans certaines boîtes, tu le vois,
si je prends du GTM au global, le marketing, peut-être qu'il est dans l'autre bench, on l'a jamais vu, on le voit rarement, on le voit une fois tous les 2 jours. Les CSM aussi, les équipes strat également. Au final, tout le monde est dans sa bulle. Il n'y a aucune communication. Au-delà de juste de dire, les gars, prenez des cafés, s'il vous plaît, ça fait partie des process, c'est de vraiment créer de la curiosité et de l'intérêt pour que tout le monde parle à tout le monde. En général, c'est toujours quelque chose qui est leadé par un groupe de personnes au niveau de Donc pour toutes toi, les c'est les équipes. managers qui ont la responsabilité de cette collaboration, quoi. Et même les IC, tu vois, tu as des IC, parfois, quand ils viennent, le premier réflexe, c'est je veux parler à la personne marketing, je veux passer du temps avec la personne en strat, etc. Et ça fait que dans tous les moments un peu informels, il y a des échanges où là, on crée justement du lien et c'est là où on arrive à avoir une qualité d'information qui se diffuse plus facilement. Parce que je ne fais pas ça, parce que c'est un process. Et c'est justement parce qu'on est une seule équipe revenue au GTM qu'il y a cette convergence vers un objectif commun et que tu as une vraie communication. Pour te donner un cas, nous, côté marketing, la personne avec qui j'échange participe beaucoup à énormément de points informels au-delà des réunions qu'on fait. Et ça fait qu'à la moindre anomalie ou au moindre sujet, je vais échanger avec elle sur ça. J'ai parlé à un prospect, il m'a sorti telle info, il a trouvé que c'était génial parce que tel concurrent l'a fait. T'en penses quoi, toi, tu vois? Et donc ça fait pas partie d'un process, mais c'est quelque chose de naturel parce qu'au final, on converge vers quelque chose. Et parce Et qu'on a toi, une pour toi, relation ensemble. donc du coup, c'est plutôt la culture de la boîte. Et, C'est la culture de la et, boîte. et typiquement, quels sont les éléments que la direction a mis en place, direction, management, peu importe, pour qu'il y ait cette culture? C'était pas arrivé comme ça. C'est-à-dire que toi, tu es comme ça, mais j'ai vu, j'ai eu l'occasion de faire un podcast avec toi et voir ton équipe. J'ai l'impression que tout le monde est un peu comme ça dans votre boîte. Euh, Qu'est-ce qui fait que voilà, en fait, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour que ce soit le cas? C'est quoi? Parce que pour que tu te donnes, il y a des boîtes où en fait les gens ils n'ont pas la confiance d'aller boire un café avec quelqu'un. Hein. Ils se disent attends, on va me Je voir, comprends, je on va comprends. croire que je glande et tout. Non mais c'est vrai, tu vois. Non, je suis d'accord avec toi. Honnêtement, je vois 2 mondes. Je vais commencer par celui où justement il doit y avoir un process ou quelque chose qui pourrait l'amener. Que j'ai vu dans les 3 boîtes dans lesquelles j'ai été, ça a été des événements type CS Kickoff. Où là, on est une équipe réduite, on n'a pas toutes les autres équipes, on n'a pas les techs, on n'a pas les RH, on a vraiment les équipes revenus et GTM. Tu vois, des fois, tu as des éléments qui sont bleu bête, mais par exemple des awards parce que on a celui qui a le closé le plus, celui qui a poussé le plus de choses au sein de son équipe. Ça permet d'identifier les key players, de savoir finalement qui fait quoi, etc. Et très souvent, ce type d'événement, au-delà juste d'être des réunions qui vont se faire toute une journée, tu vois, quelque chose d'assez monotone, il y a aussi un moment des ateliers, il y a des points d'échange où les gens se rencontrent. Ok, écoute, moi je bosse dans le marketing, je fais ça, 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 et toi tu fais quoi? Là, je sais qu'un tel est designer, j'ai n'importe quoi, tu vois. Et c'est à partir de là que tu sais ce que fait la personne, que tu crées cette culture sous des événements. Donc si je devais mettre en place un levier actionnable, je dirais un sales kick-off ou des événements qui réunissent les équipes GTM et revenus et qui leur permettent de se rencontrer. Ok, Et nickel. tu vois, rien que ça fait complètement la différence. Ensuite, et ça tu le retrouveras toujours dans une équipe, tu as toujours quelqu'un qui va être plus proactif que les autres, qui va, malgré la distance, malgré les barrières qu'il va y avoir entre certaines équipes, qui va aller essayer de les casser et qui va créer ce lien. Je ne dis pas que tout le monde doit le faire, mais je pense qu'il y a toujours une personne qui est identifiée comme étant celle qui ouvre les portes et qu'il faut réussir au moins à la suivre dans le move qu'elle fait, de sorte à dire est-ce qu'on pourrait pas aller chercher du lien aussi avec ces personnes-là, lien ouvert par ce qui player. Ok, nickel. Alors du coup, je vais finir sur 2 questions. On a fait les points. Ma première question, ça va être qu'est-ce qu'il faudrait changer pour rendre en fait le métier sales plus humain et 2, parce qu'en fait parfois les sales commencent à se transformer un peu en machine et donc du coup à pas du tout avoir des échanges qualitatifs, etc., etc. Et donc plus humain, mais voilà. Bon, je vais finir là-dessus et après ma question c'était et aussi également j'aime pas le terme, je vais pas utiliser le terme sexy, mais tu vois, en tout cas, qui donne plus envie, qui a moins cette image, en fait, un peu catastrophique, quoi. Je crois qu'on est amené à évoluer justement vers cette direction-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que malgré toutes les difficultés sur lesquelles on est, le marché fluctue tellement et nous, on s'adapte tellement à ces fluctuations-là. Tu vois, le passage de 2018-2022, c'est la guerre, il faut bombarder. Ah, non, là, les marchés sont en train de se casser la gueule, on a du mal à être rentable. Tu sens que dans cette fluctuation, dans cette évolution-là, le sales y joue un rôle. Et le sales est un des premiers publics à y être impacté. Donc, je pense qu'on va à terme finir par y arriver. Avec justement ces changements naturels. Encore une fois, il y a une considération importante de la part du management. Malheureusement, et ça c'est une des choses que je déteste plus dans le sales, c'est ce management qui parfois ne voit pas une personne en face, mais voit un chiffre ou un outil.
J'ai déjà vu des sales se faire, par exemple, licencier ou avoir des PE qui ont été arrêtés parce qu'on a trouvé un meilleur sales. Non pas que tu as été mauvais, mais en gros, comme une sorte de machine défectueuse, une Ouais, c'est ressource ça. travail, Mm. on a trouvé une ressource travail qui peut coûter peut-être moins cher et qui est plus performante que toi. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui tue aussi bien l'équipe que la boîte en soi, parce que Et tu puis n'es surtout, pas en une plus, c'est un culture de peu, humaine. c'est que nos machines, elles sont pas, enfin, justement, t'es pas comme ça. Et en plus, on l'a dit tout à l'heure, le mood change énormément, hein. Mm, Il y a des moments où tu fais des chiffres incroyables, même dans des périodes de contexte économique très, très difficiles, parce que tu te prends pour Harvey Specter ou Jessica Person, tu veux tout défoncer. Et puis, il y a des moments où, en fait, c'est hyper facile, mais tu vends pas une cacahuète parce que tu crois plus, t'as un mm, truc qui t'a saoulé dans la boîte, t'as perdu la confiance en quelqu'un, t'as pas envie, t'es saoulé. Et en fait, il faut pas non plus oublier que ce métier-là, il est aussi beaucoup lié en fait à tes feelings. C'est pas mm. scientifique en fait. En fait, les résultats, c'est les inputs. Tu vois, plus tu fais des trucs et plus tu auras de chances d'avoir des résultats. Mais le fait que ça fasse waouh, que ça explose, comme beaucoup de Mm. boîtes attendent, c'est beaucoup comment tu te sens, quoi. Ouais, et donc, forcément, c'est lié à ton énergie. Mm. Donc, cette perception-là du sales, déjà, comme quoi il y a quand même énormément de changements, qu'il y a énormément d'obstacles. Je dis pas que les autres métiers ne sont pas aussi confrontés à des enjeux. Je trouve juste que les enjeux sales sont assez différents et l'énergie joue quand même un rôle important. Euh, un accompagnement global, soutien aussi bien côté business quand il y a des difficultés pour l'aider à mieux comprendre que psychologique. Je trouve que le bien-être commence à prendre de la place, mais comme tout athlète, hein, je veux dire, quand tu prends un sportif, le sportif, il a beau être hyper bon, hyper compétent, si le sportif te fait un burn-out et qu'il en peut plus Ouais, psychologiquement, ça ne marchera plus, il bien sûr, servira plus à rien. complètement. Donc, il y a cette considération-là. Franchement, pour moi, c'est déjà les premiers leviers qu'on pourrait actionner. Le deuxième qui rentre aussi un peu dans ta seconde question, c'est le mindset du sales. Le sales doit savoir ce qu'il vaut, doit savoir où il en est. Et c'est à partir de là que tu sais à quel moment il faut dire non et tu sais à quel moment il faut être strict ou tu peux jumper justement dans le vide et aller faire ce qu'on te demande. Euh, et un peu dans ce même sillage, une des choses qui me dérange beaucoup chez les sales, c'est on tombe dans le piège du statu quo. C'est-à-dire que tu fais tellement les choses parfois différemment, mais le process est le même tous les jours, que tu t'oublies un petit peu, que tu commences à poser les mêmes questions, que tu commences à faire tout Mais c'est pareil. ce qui est très Un peu- dur dans notre métier. Ouais. C'est ce qui est C'est très dur. ça. C'est que le truc est, en fait, tu dois faire la même chose avec un état d'esprit toujours aware, quoi. Genre, tu dois Mm, toujours être en mode à l'énergie, alors que fondamentalement, tu vois, un product manager, sa roadmap, elle change. Du mm. tout, quoi. Tu vois, genre, en fait, il n'est pas sur les mêmes features, tu vois. Bien T'imagines sûr, s'il sur était des toujours sur projets les mêmes complètement features, nouveaux. il a des projets Ouais. complètement nouveaux. Là, aujourd'hui, l'IA arrive. Demain, on va Mm, lui. Enfin, en gros, pareil, le marketing, tu vois. Aujourd'hui, un marketeur, il peut s'éclater, il peut faire du SEO, ça n'a rien à voir avec de l'AD, ça n'a mm, rien à voir avec du content organique. Il peut travailler sur des sujets très, très deep stratégiques, sur du positionnement. Ça, son métier, il change. Et donc, du coup, ton énergie, elle va aussi bouger. mm, Alors que quand tous les jours, que tu l'as dit tout à l'heure, tu as Time Matrix, chaque semaine, tu as tes 2 heures de call. Ensuite, tu as tes 2 heures de mail. Ensuite, tu as tes XR1, tu as tes XR2. Ça change jamais. Tu as tes mm. propales, etc., etc. Tes conversations changent, évidemment, mais tu as la même routine et il faut que tu aies toujours je sais pas comment on appelle ça, cette lumière, quoi, ces papillons là dans le ventre. C'est Et, de te dire qu'à et chaque fois, tout est il différent. baisse. Mm. Et il y a des moments où tu es en mode genre, bon, je suis bon, allez, vas-y, Ouais. voilà. Et c'est toujours le moment où tu rechutes. C'est là où tu te casses complètement la gueule Ouais, parce que tu es là, rentré tu dans le donnes. statu quo et dans la routine. Et Ouais. tu vois, souvent, je dirais même que parfois ça peut te faire péter un câble parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Il y avait des situations où il y avait une phrase ou une objection que j'entendais tellement, notamment en prospection, où parfois, de manière un peu incondescendante, j'étais énervé et je finissais la phrase du prospect en mode oui, vous allez dire ça en fait. Et c'était vraiment dans, si tu veux, la personne me sort l'objection et moi je fais la phrase à sa place ou je la finis à sa place. Et c'est là où tu te rends compte que non, il faut qu'à un moment tu sortes un peu la tête de l'eau et que Que tu te tu rendes compte prennes de ce que chaque tu prospect fais. comme le premier que tu as eu, en fait, à C'est chaque fois, ça. quoi. Ouais, c'est pas C'est facile. ça. C'est Dernière ça. question. Si tu devais donner un seul conseil à un sales qui veut se lancer aujourd'hui, un nouveau sales, et qui voit cette horde de choses, ces injonctions de partout, Hmm. qu'est-ce que tu penses qu'il devrait retenir? Je dirais peut-être deux choses. Euh, la première là qui me vient là maintenant à l'esprit, c'est quoi qu'on en pense, le métier de sales, c'est un métier qui est kiffant. C'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas, effectivement, mais il y a énormément de victoires. Je connais très peu d'équipes, enfin en tout cas de métiers,
où lorsque tu signes un deal, tu as une cloche qui sonne, des gens qui tapent sur la table, qui crient, etc. C'est quelque chose qui arrive rarement. On le retrouve très peu. Je veux dire, j'ai jamais vu par exemple, quelqu'un sur la partie TA en talent acquisition dire c'est bon, on a recruté la pépite de l'année, taper sur la table et fêter ça. C'est un métier où il y a énormément de célébrations. C'est un métier aussi où très souvent, lorsque la culture le permet, il y a beaucoup d'entraide, il y a un côté très camaraderie. Il y a une vraie camaraderie. Quand il y a une équipe qui marche, ça peut être incroyable. C'est ça. Et en fait, soit tu as l'impression d'être dans un bataillon, tu as l'impression d'être dans une équipe de foot. Si je peux prendre ces deux exemples-là. Donc, c'est tous les côtés positifs du sales. Il y en a énormément. Ils sont incroyables. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois souvent des sales qui se suivent de boîte en boîte. T'en as un qui part dans une vrai. boîte. Tellement. 3, 4, et t'as des espèces de crews qui partent dans des boîtes. Bien sûr. Où tu as des managers qui quittent une boîte et tu as toute leur équipe qui les suit. Parce que tout le monde suit le crew, tout le monde suit le capitaine d'équipe. Donc, je dirais, outrepasser la partie négative pour laquelle soit des gens ne veulent pas faire du sales, ou soit souvent au bout d'un an les gens te disent franchement le métier de sales c'est trop dur, c'est pas pour moi, alors que tu sens qu'ils ont le potentiel pour. C'est outrepasser cette partie-là. Et la deuxième qui pour moi rend complètement le métier agréable, c'est soyez curieux et passez du bon temps avec les gens. Souvent, tu sais, on se met dans cet esprit un peu professionnel, on a peur de ce qu'on va dire, on est très froid, alors qu'en fait finalement le métier de sales, c'est de parler à des gens tous les jours, c'est de comprendre ce qu'ils font, c'est de s'intéresser à eux. Et c'est ce qui fait que tous les jours, tu découvres des nouvelles choses, quoi. Si c'est pas par rapport à la boîte, c'est des nouvelles personnes avec qui potentiellement tu as un réseau. Donc, intéresse-toi à ces gens, non pas juste pour les signer, même après. C'est quelque chose qui va positivement t'amener du business, mais qui va surtout te permettre de te rendre compte qu'il y a énormément de gens à rencontrer et que c'est finalement un plaisir d'être commercial. Donc, ce serait vraiment les deux conseils. Eh ben, écoute, merci énormément. J'ai adoré cette discussion. Merci beaucoup, Mehdi. Merci à toi, Laetitia. De cet épisode de podcast. Eh ben, écoute, à bientôt. Ciao, ciao et bon ciao. Et plein de réussites. Ciao.